Nous voilà en plein carnage du marché de l'électrique d'occasion. Les vendeurs particuliers découvrent la réalité brutale. Leur placement miracle se transforme en ruine financière, pendant que les constructeurs continuent de pondre des électriques à tour de bras, soutenus par la perfusion bruxelloise. Le marché de l'occasion révèle la réalité brutale. Sans les béquilles fiscales, sans la peur du malus, sans la contrainte réglementaire, qui veut vraiment d'une voiture à batterie ? 12 modèles électriques que tu peux désormais classer dans la catégorie piège à éviter sur le marché français. Mais attendez, le pire arrive maintenant avec la reine déchue, la Tesla Model 3, le symbole même de la bulle électrique qui explose en vol. Les premières Model 3 Standard Range, vendues autour de 50 000 €, se bradent aujourd'hui sous les 30 000. Pas étonnant quand on comprend la mécanique. Tesla inonde le marché avec des retours de LOA et LLD par milliers, pendant que le constructeur joue au yo-yo avec les prix du neuf. Un jour c'est 42 000, le lendemain 38 000 avec une remise surprise. L'acheteur d'occasion se retrouve dans une situation impossible. Pourquoi payer 28 000 pour une Model 3 de 2021 quand une neuve coûte 35 000 avec la garantie complète ? Cette chute libre des prix Tesla crée un effet domino sur tout le marché électrique. Les autres constructeurs voient leurs modèles électriques d'occasion se déprécier mécaniquement, car l'acheteur compare tout à Tesla. Si une Model 3 vaut 28 000, pourquoi payer plus cher pour une électrique française ou allemande moins performante ? La Model Y suit exactement la même trajectoire, avec un effet pervers supplémentaire. Tesla cannibalise ses propres ventes d'occasion en permanence avec ses ajustements tarifaires du neuf. Impossible de stabiliser une cote quand le constructeur change ses prix tous les 3 mois selon sa stratégie commerciale du moment. Cette volatilité des prix Tesla nouvelles rend l'estimation d'une occasion quasi impossible. Les experts automobiles, habitués à des barèmes stables, se trouvent démunis face à un constructeur qui pratique le commerce comme une start-up technologique plutôt qu'un fabricant automobile traditionnel. Et puis, il y a cet aspect qualité de fabrication. Quand tu achètes en occasion, tu hérites de tous ces risques sans aucune des protections du neuf. Les défauts cachés sont légion. Joints de porte défaillants, peinture qui s'écaille, éléments intérieurs qui se décollent. Tesla a construit sa réputation sur l'innovation technologique, pas sur la qualité de fabrication à l'ancienne. Sur l'occasion, cette faiblesse devient rédhibitoire, car l'acheteur n'a plus le recours de la garantie constructeur pour faire corriger les défauts. Et là, ça devient carrément du délire avec les Françaises. Renault pensait tenir à coup de maître avec la Mégane E-Tech. Sur le papier, tout était parfait. Design réussi, technologie de pointe, promesse d'autonomie correcte. Dans la réalité du marché, c'est un massacre économique. Les grosses finitions, vendues plus de 40 000 € neuves, traînent sur les sites d'annonces à moins de 28 000, sans trouver preneur. Le problème de la Mégane E-Tech, c'est qu'elle cumule tous les problèmes de l'électrique moderne. Dépendance totale aux écrans et logiciels, complexité électronique qui fait peur aux mécaniciens, et surtout cette impression d'acheter un smartphone sur roue dont l'obsolescence est programmée. Renault a voulu faire du Tesla français avec sa Mégane E-Tech, en misant sur l'hyperconnectivité et l'interface tactile omniprésente. Résultat, une voiture qui vieillit comme un produit high-tech, pas comme une automobile classique. L'acheteur d'occasion redoute cette complexité. Et si l'écran central tombe en panne ? Et si le système d'infodivertissement n'est plus mis à jour ? Et si la connectivité devient obsolète ? La Mégane E-Tech souffre aussi du syndrome de la voiture trop chère pour son segment. 40 000 € pour une compacte, même électrique, ça heurte l'automobiliste français habitué à équiper sa famille pour moins de 30 000 €. Sur l'occasion, cette incohérence tarifaire explose. L'acheteur compare une Mégane E-Tech d'occasion à 30 000 € avec une Golf Essence neuve au même prix et le choix est vite fait. L'automobiliste français traditionnel n'accepte pas de payer un prix de berline premium pour une compacte, même électrique. Cette résistance culturelle aux prix élevés pour des segments populaires condamne la Mégane E-Tech à végéter sur le marché de l'occasion. Mais alors, pourquoi la Renault Zoé, pourtant pionnière de l'électrique en France, se retrouve-t-elle aussi dans cette liste noire ? Parce que être pionnier, ça signifie aussi essuyer les plâtres. La Zoé traîne une image de voiture de première génération. Autonomie réelle décevante, recharge lente et cette complication historique de la location de batterie qui décourage les acheteurs d'occasion. Le marché regorge de Zoé d'entreprise ou d'auto-école avec des kilométrages élevés et des historiques de recharge intensive. L'acheteur particulier, lui, cherche la simplicité et la tranquillité. Face à une Clio d'occasion claire et nette,
la Zoé fait figure de pari risqué. Cette saturation du marché de la Zoé d'occasion s'explique par les volumes énormes écoulés en entreprises et collectivités locales grâce aux subventions. Résultat, une offre pléthorique de Zoé avec des histoires compliquées face à une demande particulière qui préfère la simplicité d'une citadine classique. La location de batterie, innovation marketing de Renault à l'époque, se révèle un cauchemar administratif sur l'occasion. L'acheteur doit gérer un contrat de location séparé et se retrouve pieds et poings liés avec un bailleur dont il ne contrôle pas les conditions futures. Les Zoé les plus anciennes, avec leur batterie de 22 kWh, offrent une autonomie réelle de 80 km en hiver. Même les versions récentes, à 52 kWh, peinent à dépasser 150 km d'autonomie réelle par temps froid. Cette limitation rédhibitoire cantonne la Zoé à un usage hyper urbain que peu d'acheteurs recherchent vraiment. L'automobiliste français veut de la polyvalence, même pour sa seconde voiture. La Nissan Leaf illustre parfaitement le problème des électriques de première génération. Révolutionnaire à son époque, elle paraît aujourd'hui dépassée, avec son autonomie NEDC optimiste qui fond comme neige au soleil sur autoroute. Les anciennes générations de Leaf, avec leurs 150 km d'autonomie réelle en conditions hivernales, se retrouvent cantonnées à un usage hyper urbain que peu d'acheteurs recherchent vraiment. Et puis, il y a ce détail technique que Nissan n'a jamais vraiment résolu: le refroidissement passif de la batterie qui accélère sa dégradation par forte chaleur. L'acheteur averti le sait, évite et préfère se tourner vers des solutions plus mûres. Les propriétaires de Leaf des régions chaudes constatent une dégradation rapide de l'autonomie dès les premières années. Cette faiblesse technique, connue des initiés mais ignorée du grand public, crée une asymétrie d'information défavorable à l'acheteur d'occasion. Celui qui vend sa Leaf sait pourquoi il s'en sépare, celui qui l'achète découvre les limitations trop tard. Le système de recharge CHAdeMO de la Leaf, standard japonais dépassé par le CCS européen, ajoute une contrainte supplémentaire. L'acheteur d'occasion se retrouve avec une voiture compatible avec un réseau de bornes de recharge rapide en voie de disparition. Les nouvelles bornes de recharge rapide installées en France privilégient massivement le standard CCS. Les bornes CHAdeMO deviennent rares, mal entretenues, souvent en panne. L'acheteur de Leaf d'occasion hérite d'une contrainte technique majeure qui limite drastiquement ses possibilités de recharge rapide. Voici le champion toute catégorie. La Mazda MX-30 mérite le pompon dans cette galerie des horreurs économiques. Mazda, constructeur respecté pour son pragmatisme et sa fiabilité, a accouché d'une électrique de conformité réglementaire qui ne satisfait personne. 150 km d'autonomie WLTP, soit 120 km en usage réel. Même pour une citadine, c'est insuffisant en 2024. Le comble, c'est que Mazda proposait simultanément cette MX-30 électrique bridée et une version essence parfaitement aboutie. Mazda fait de l'électrique par obligation, pas par conviction. Et ça se voit. Plutôt que de développer une vraie stratégie électrique, ils sortent des produits de conformité qui ne convainquent personne. L'acheteur le ressent immédiatement. Cette MX-30 a été conçue pour respecter les normes CO2, pas pour satisfaire un client. La MX-30 souffre aussi d'un positionnement tarifaire aberrant. Plus de 30 000 € pour une autonomie de citadine. À ce prix, l'acheteur peut s'offrir une vraie familiale, essence ou hybride. Sur l'occasion, cette incohérence devient encore plus flagrante. Qui va payer 25 000 € pour une électrique aux performances limitées quand une Mazda 3 essence d'occasion offre polyvalence et fiabilité éprouvée au même prix? La Honda E pousse l'absurdité encore plus loin. Honda, maître de l'ingénierie automobile depuis des décennies, livre une électrique magnifique, mais inutilisable pour 80% des automobilistes français. 35 000 € pour 100 km d'autonomie réelle, c'est la définition même du produit de niche, vendu au prix du grand public. Le drame, c'est que cette Honda E aurait pu être formidable à 20 000 € comme seconde voiture urbaine. À son prix de vente, elle ne trouve que quelques inconditionnels, prêts à payer très cher pour le plaisir de rouler dans une œuvre d'art roulante. Honda a visiblement privilégié l'esthétique et l'originalité sur l'usage pratique. Cette Honda E ressemble plus à un concept car qu'à une voiture de série. Ses écrans latéraux remplaçant les rétroviseurs, son habitacle futuriste, son design néo-rétro, tout concourt à en faire un objet de collection plutôt qu'un moyen de transport rationnel. Sur l'occasion, cette singularité devient un handicap. L'automobiliste cherche généralement la praticité. Il veut une voiture qui marche simplement, pas un laboratoire roulant dont il devra apprivoiser les spécificités techniques. La Honda E, avec ses particularités technologiques et son autonomie réduite, attire uniquement les collectionneurs et les technophiles fortunés, un marché trop étroit pour assurer une revente facile. Et maintenant, le massacre Stellantis.
ce conglomérat franco-italien devenu spécialiste des rappels et des problèmes de jeunesse. La Corsa E et la E208, déclinaisons électriques de modèle essence réussis, cumulent tous les handicaps. Prix prohibitif du neuf, fiabilité incertaine, hérité des problèmes chroniques de Stellantis. Et surtout, cette impression d'acheter une voiture fabriquée à l'économie, avec une batterie plaquée dessus. L'automobiliste raisonne simplement. Si je veux une Peugeot d'occasion, je prends une essence ou un diesel éprouvé, pas une électrique expérimentale dont je ne connais pas le comportement à long terme. Et quand on voit les rappels à répétition sur les modèles récents du groupe, difficile de faire confiance à la durabilité. Stellantis a hérité des problèmes de qualité chronique de ses marques constituantes, particulièrement visibles chez Peugeot et Opel. Les propriétaires de véhicules récents du groupe constatent des défauts récurrents. Problèmes électroniques, dysfonctionnement des équipements de confort, usure prématurée de certains composants. Cette réputation de fragilité, déjà pénalisante sur les modèles thermiques, devient catastrophique sur les électriques, où la complexité technique s'ajoute aux faiblesses traditionnelles. L'automobiliste redoute de cumuler les pannes électroniques classiques de Stellantis avec les incertitudes spécifiques à l'électrique. Résultat, il évite, préfère d'autres marques ou reporte son achat. La stratégie commerciale agressive de Stellantis, avec des remises énormes sur le neuf pour écouler le stock, massacre également la cote de l'occasion. Quand une E208 neuve est remisée à 25 000 €, impossible de justifier une occasion à 22 000. Les vendeurs particuliers découvrent que leur voiture électrique, achetée plein tarif il y a 2 ans, vaut aujourd'hui moins qu'une version essence équivalente. Les SUV électriques Stellantis, E2008, Mokka E, DS3 e-Tense, ajoutent un niveau d'aberration supplémentaire. Prendre une plateforme conçue pour l'essence, y fourrer 600 kg de batterie et vendre ça comme un SUV efficient, c'est de la prestidigitation commerciale. Le résultat, des véhicules lourds, énergivores, chers et qui ne convainquent personne sur l'occasion. Le cas DS3 e-Tense est particulièrement révélateur. Comment justifier un premium DS sur l'occasion quand la marque peine déjà à exister face aux Allemandes dans le neuf? L'électrique DS, c'est l'addition de 2 paris risqués. DS cumule les handicaps sur l'occasion. Positionnement premium peu crédible, réseau restreint, pièces détachées chères, et maintenant, les incertitudes de l'électrique. L'acheteur rationnel préfère une allemande d'occasion éprouvée plutôt qu'une DS électrique aux performances décevantes. Ces SUV électriques Stellantis révèlent aussi l'aberration technique de l'électrification forcée. Transformer des plateformes thermiques en électriques produit des véhicules bâtards, ni chers, ni poissons. Trop lourds pour être efficients, trop chers pour être attractifs, trop compliqué pour être fiable. L'acheteur d'occasion le perçoit instinctivement et préfère l'original thermique à sa copie électrique ratée. Volkswagen, avec ses ID3 et ID4, pensait révolutionner l'électrique comme il avait révolutionné la compacte avec la Golf. Raté. Les problèmes logiciels des premiers exemplaires ont laissé des traces indélébiles dans l'opinion. Et puis, il y a cette interface tactile omniprésente qui transforme le moindre réglage en parcours du combattant. Chauffer l'habitacle, régler les rétroviseurs, modifier la ventilation, tout passe par l'écran. L'automobiliste de 45 ans qui cherche une familiale fiable n'a aucune envie de découvrir ces subtilités à ses dépens. Volkswagen a commis l'erreur de vouloir copier Tesla sans en avoir la maîtrise logicielle. Résultat, des voitures qui plantent, des interfaces contre-intuitives et une expérience utilisateur frustrante qui ternit durablement l'image de la marque. Les premiers propriétaires d'ID3 ont subi des dysfonctionnements récurrents. Écran qui fige, système qui redémarre en roulant, fonction de base inaccessible. Cette réputation de voiture bêta nuit gravement à la revente. La gamme ID illustre aussi le piège de l'obsolescence programmée appliquée à l'automobile. Ces voitures sont conçues comme des smartphones, mise à jour perpétuelle, évolution rapide, dépréciation accélérée. L'automobiliste traditionnel, habitué à conserver sa voiture 10 ans, se retrouve avec un produit high-tech qui vieillit mal. Cette philosophie industrielle transforme l'automobile en produit jetable, exactement l'inverse de ce que recherche l'acheteur d'occasion français. Et là, on touche au summum de l'aberration avec l'invasion chinoise déguisée en bonne affaire européenne. MG4, MG5 et toute la gamme des marques chinoises recyclées arrivent sur le marché français avec des prix attractifs et des équipements pléthoriques. Le piège, ces voitures sont conçues comme des produits jetables, à renouvellement rapide. MG, ancienne marque britannique respectable, n'est plus qu'une coquille vide, exploitée par SAIC, géant industriel chinois,
Acheter une MG électrique, c'est financer l'industrie chinoise subventionnée tout en prenant le risque d'une dépréciation foudroyante quand le constructeur ajustera sa stratégie commerciale européenne. L'acheteur français découvre trop tard que son MG4, à 28 000 €, est devenu invendable quand MG sort une version améliorée à 25 000 € 6 mois plus tard. La stratégie chinoise est claire, occuper le terrain à perte pour éliminer la concurrence, puis ajuster les prix quand le marché sera conquis. Cette guerre commerciale menée par la Chine transforme les acheteurs européens en variables d'ajustement. Ils financent une stratégie de dumping industriel dont ils subissent ensuite les conséquences. Dépréciation accélérée, incertitude sur le service après-vente, risque de retrait du marché. Cette logique industrielle tue la valeur résiduelle et transforme la voiture en produit de consommation jetable. L'acheteur français, habitué à conserver sa voiture longtemps, découvre un modèle économique qui l'appauvrit systématiquement. La qualité apparente des MG électriques masque cette réalité économique. Équipement généreux, finition correcte, performance acceptable, tout concourt à rassurer l'acheteur. Mais derrière cette vitrine se cache une stratégie commerciale prédatrice qui détruit la valeur patrimoniale de l'automobile. Les MG neuves d'aujourd'hui seront les épaves technologiques de demain. Les alternatives rationnelles existent et méritent d'être considérées sérieusement. Une Prius de 3 ans pour le même prix qu'une électrique incertaine, un diesel allemand fiable pour les gros rouleurs, ou simplement attendre que cette bulle électrique se dégonfle complètement. Toyota, avec sa maîtrise de l'hybride HSD, offre un compromis intelligent. Économie d'usage, fiabilité éprouvée, réseau mondial de services. Une Prius d'occasion garde sa valeur car la technologie est mature et la demande soutenue par l'usage réel, pas par les subventions. Les diesels récents, malgré leur diabolisation médiatique, restent la solution optimale pour les gros rouleurs. Un diesel allemand de 2018 à 2020 offre autonomie, agrément, fiabilité et réseau de services universel. Sa valeur résiduelle reste prévisible car sa technologie est maîtrisée et son usage rationnel. Les moteurs 2 litres TDI de Volkswagen ou les 2 litres D de BMW continuent de représenter le meilleur compromis économique pour qui parcourt plus de 20 000 km par an.